Nous sommes le mardi 16 février, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Le 6 mars 2021, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale. Les candidats du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP ont été investis cet après-midi en présence du président du parti, Alassane Ouattara. L'axe Yopougon-Atekoubé va s'enrichir de 2,5 km de bitume. Le tronçon concerné est celui reliant l'Institut des aveugles au carrefour à Plessis-Beton. Les travaux ont été lancés ce mardi pour une durée de 5 mois avec un coût de 2,7 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire compte plus de 250 inventeurs et enregistre en moyenne 20 brevets d'invention par année. Comment travaillent ces inventeurs? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Leurs activités impactent-elles réellement le développement de la Côte d'Ivoire? On en parle dans le dossier EcoPlus. Et puis le sommet du G5 Sahel à N'Djamena ce mardi. Dans son intervention par visioconférence, Emmanuel Macron, le président français, a insisté sur la nécessité de raffermir la lutte contre les groupes djihadistes à travers notamment la force Barkhane. Bienvenue à tous. Élection législative en Côte d'Ivoire, le président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a investi ce mardi les candidats de son parti. Ils sont au total 255 candidats engagés par le parti présidentiel pour conquérir les 255 sièges de l'Assemblée nationale. Le président Alassane Ouattara leur a demandé de mener une campagne citoyenne et de promouvoir le bilan du gouvernement auprès des électeurs. L'enjeu étant de conquérir le pouvoir législatif pour la mise en œuvre du projet de société du gouvernement. Aux militants, il a été demandé de se mobiliser afin d'assurer la victoire des candidats du RHDP à ce scrutin du 6 mars prochain. Nous devons à présent relever un autre défi, tout aussi important, celui de nous donner les moyens législatifs de gouverner afin de mettre en œuvre nos engagements de campagne pour une Côte d'Ivoire solidaire, prospère et en paix. Vous devez dorénavant rassembler autour de vous toutes les forces vives de notre parti et bien au-delà pour remporter les élections dans vos circonscriptions respectives. Sachez que c'est votre engagement, votre union, votre solidarité qui seront le meilleur gage de notre succès. J'ai confiance en chacune et chacun d'entre vous, en vos qualités personnelles et en votre engagement collectif pour relever le défi de nous donner une large majorité à l'Assemblée nationale. Cette élection sera également la voie pour garantir à notre pays la paix et la stabilité nécessaires à la poursuite de son développement. Je pense qu'au niveau de ces élections, vous devez continuer de parler de ce que nous avons fait, mais surtout de ce que nous avons l'ambition de faire au cours des 5 prochaines années, c'est-à-dire de continuer d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. C'est cela le sens de la Côte d'Ivoire solidaire. Je voudrais vous dire que moi j'ai confiance en notre capacité à mettre en œuvre notre programme. Et vous devez continuer de dire aux populations que ce sont les députés du RHDP qui seront à mesure de leur dire ce que le gouvernement doit faire, qui choisiront les priorités du gouvernement dans chaque circonscription. Donc, les paroles de division, les paroles de haine n'ont pas de place dans notre campagne. Et je sais que je peux compter sur vous. Nous devons être positifs. Nous devons être positifs dans le message que nous donnerons à nos concitoyens. Nous devons ne pas donner suite aux provocations, aux insultes. Cela n'est pas ivoirien. En tout cas, ce n'est pas oufouettiste. Donc, je sais que je peux compter sur chacun de vous et je demande que l'ensemble des membres des instances du parti et tous nos militants, je vous demande de vous mobiliser totalement autour de nos candidats et de nos candidates pour une victoire éclatante de notre parti
sur l'ensemble du territoire national. Et pour ce scrutin législatif, l'État ivoirien encourage les candidatures féminines. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant outille et prépare les candidates. Les femmes du gouvernement, les candidates indépendantes, celles issues de partis politiques et également des responsables d'institutions ont une rencontre de partage d'expériences. Laure Goretti et Moussa Konaté. Élection législative du 6 mars prochain. Les femmes veulent le maximum de sièges à l'hémicycle. À l'initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les candidates aux législatives prochaines sont formées pour être plus compétitives sur le terrain. Il s'agit pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de permettre à ces femmes d'être mieux outillées pour affronter la bataille électorale. Aujourd'hui, c'est un atelier de formation des femmes candidates aux législatives du 6 mars 2021. La loi du 14 octobre 2019 et son décret d'application qui a été pris le 25 novembre 2020 ont galvanisé les femmes. Et aujourd'hui, nous avons 210 femmes titulaires pour 255 postes de députés. Et nous avons 242 femmes suppléantes. Nous avons toutes les chances, si nous renforçons les capacités des femmes, que nous allions même à plus de 30% de femmes élues et non de femmes candidates. Pour rappel, l'on a enregistré seulement 29 femmes sur 255 députés qui ont siégé à l'Assemblée nationale au cours de la législature passée. La Commission électorale indépendante CEI et le National Democratic Institute, conformément aux résolutions de la phase 3 du dialogue politique, convient les partis ou groupements politiques à la signature du Code de bonne conduite des partis ou groupements politiques, des candidates et candidats à l'élection des députés du 6 mars 2021. Cette rencontre aura lieu le jeudi 18 février 2021 à l'espace Latrille I-20, 6 à Abidjan, Cocody, les deux plateaux, Carrefour Duncan, à 10h précises. Le ministre de la Réconciliation nationale a rencontré les étudiants de la Cité Rouge dans la commune de Cocody. Kwadio Konan-Bertin a partagé avec ces jeunes sa vision pour une Côte d'Ivoire réconciliée et unie. Il attend d'eux soutien et appui pour la réussite de cette mission importante. Laure Goretti et Moussa Konaté. C'est dans cette ambiance que ces étudiants ont accueilli le ministre de la Réconciliation nationale. Kwadio Konan-Bertin est en phase avec la jeunesse estudiantine, notamment sur les enjeux de la réconciliation. Des étudiants qui ont affirmé leur engagement à le soutenir dans sa mission. Toute la masse estudiantine s'engage auprès du ministre de la Réconciliation nationale afin de pouvoir parler à l'ensemble des Ivoiriens sur la nécessité d'être ensemble, sur la nécessité de penser le développement du pays ensemble. Donc nous allons nous ouvrir, comme nous le faisons déjà très bien, aux autres organisations, aux autres étudiants, aux musulmans, aux chrétiens, pour qu'ensemble, ce qui est écrit dans la Bible et dans le Coran puisse être pratiqué dans nos universités, dans nos écoles. Des étudiants prêts à jouer leur partition. Le ministre Kwadio Konan-Bertin se dit heureux de leur adhésion. J'ai été heureux de constater que, avant tout le monde, ils comprennent eux-mêmes l'exigence de la réconciliation nationale. C'est un grand pas vers la compréhension mutuelle. C'est un grand pas pour dire que nous voulons aller à la paix et à la réconciliation. C'est tout le mérite qui leur revient ce matin. Et franchement, je voulais donc les féliciter. Pour le ministre Kwadio Konan-Bertin, cet échange avec les étudiants est un départ pour les actions en faveur de la réconciliation et de la paix durable en Côte d'Ivoire. Même engagement de la jeunesse de Yamoussoukro, ils sont plus de 200 à avoir produit une charte de réconciliation et de non-violence, suite notamment aux violences liées à l'élection présidentielle d'octobre dernier. Le médiateur de la République les a rencontrés. Kader Sogodogo. Les récentes violences dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, la ville natale du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, pendant et après l'élection présidentielle de 2020, ont amené la jeunesse de Yamoussoukro à cultiver plus de cohésion. Cette jeunesse vient de créer le mouvement dénommé Jeunesse Félix Houphouët-Boigny pour le développement. Les actions que va mener ce mouvement de jeunesse sont
l'autonomisation des jeunes afin d'assurer leur pleine participation à la vie sociale en tant que partenaire utile et à part entière pour le développement de la capitale politique. Prôner le vivre ensemble, la paix et surtout œuvrer pour éviter les conflits entre jeunes. J'aimerais dire à la jeunesse de Yamoussoukro, il faut qu'on se fasse confiance. Il ne peut que ces jeunes de trucs arrivent ici encore à Yamoussoukro. J'aimerais aussi dire, nous les jeunes, il faudrait que nous soyons responsables de notre vie. On ne va pas faire la politique de la main tendue. Il faut que nous fassions confiance dans l'union, dans la solidarité, afin que nous ne fassions plus les outils des politiciens. Conscients de la gravité des actes qu'ils ont posés durant l'élection présidentielle, ils ont chargé le chef canton des Akouins, Augustin Thiam, d'aller présenter leurs excuses au président de la République. Un geste que salue la chefferie traditionnelle de Yamoussoukro. Ils viennent de prendre conscience, de leur dire merci. Et comme ils l'ont dit, il faille que nous puissions toucher nos chefs de canton pour qu'ils demandent pardon au président de la République. Oui, ça c'est un geste salutaire. Je les remercie pour ce courage. Ils ont reconnu leur faute. Ils demandent à ce que leur père, leur grand-père, puisse aller demander pardon à leur arrière-grand-père qui est le président Alassane Ouattara. Je pense que c'est un acte noble, un acte de courage. Je voudrais aussi, dans ce sens-là, leur dire merci et les féliciter. Les jeunes de Yamoussoukro entendent tout mettre en œuvre pour soigner leur image fortement détériorée par leur comportement lié à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Voyons maintenant ces travaux de bitumage lancés ce mardi sur l'axe Yopougon à Tékoubé. Ils concernent le tronçon qui relie l'Institut des aveugles au carrefour dit Sibeton sur l'ancienne route de Yopougon. 2,5 km de bitume pour un investissement de 2,7 milliards de francs CFA. L'ouvrage sera livré dans 5 mois. Jean-Luc Mangbo. C'est un tronçon de 2,5 km entre les communes de Yopougon et Atekoubé. Véritable raccourci, mais calvaire pour les automobilistes à cause de son état chaotique. Difficilement praticable en temps de pluie. L'annonce de son bitumage est un motif de soulagement pour les populations riveraines. Je suis très contente parce qu'on souffre. Il n'y a même pas route. Pour rentrer dans le quartier, là, on a toujours des problèmes. Quand vous montez dans le taxi, le taximètre va vous insulter jusqu'à vraiment ce que l'État veut faire là. Je remercie le Seigneur, je remercie l'État. Vraiment, quand il pleut ici, là, le quartier n'est pas en l'aise. C'est le seul rentrer, c'est le seul sortir. Donc si l'État nous fait face au niveau de ces routes-là, vraiment, c'est une route vraiment qui est très courte. C'est une déviation. Quand il y a un bouteille sur l'autoroute comme ça, là, c'est ici tout le monde passe. Ça libre le quartier et puis l'autoroute, là, ancienne route, tout est libre. Mais si ça est comme ça, là, vraiment, ça ne nous arrange pas. Les travaux de bitumage se feront sur l'axe reliant l'Institut des aveugles à Yopougon et le carrefour dit Sibeton sur l'ancienne route de Yopougon. Les impacts socio-économiques de cet ouvrage sont indéniables. C'est une route de profil 2 fois 1 voie qui offrira une autre alternative aux populations de la Tékoubé qui souhaitent soit rejoindre Yopougon ou rejoindre la Djamé. Si celle-ci est bien entretenue, elle assure un cadre de vie attractif pour les activités économiques et facilite les conditions de circulation des habitants. 5 mois, c'est le délai prévu pour la réalisation de ces travaux qui coûteront 2,7 milliards de francs CFA. Outre le bitumage, les travaux qui démarrent à compter de ce lancement porteront notamment sur le dégagement des emprises, l'assainissement et le drainage ou encore la signalisation. Des chantiers comme celui-ci, il en existe plusieurs en cours dans le pays et ils contribuent fortement au développement de la Côte d'Ivoire, tout comme les résultats des recherches des inventeurs ivoiriens. Ils sont plus de 250 et ils enregistrent en moyenne 20 brevets d'invention chaque année, selon la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Comment travaillent ces inventeurs? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien? C'est un dossier EcoPlus signé Dangui Dangui. Mariée, mère de 2 enfants, Bonnie Julie est la directrice de Emotiche, une entreprise de production et de commercialisation de produits alimentaires. Elle a créé cette entreprise pour valoriser ses inventions, notamment le Kaonut, des amuse-bouches à partir de fèves de cacao. Quand les fèves arrivent, je les lave, je les ressèche et puis maintenant je les torréfie.
Et donc après cela, je passe à décortiquer les fèves. On sépare la peau des fèves. Julie et ses collaboratrices fabriquent 4 produits de 6 parfums différents. Nous avons les nougats, que voici, les nougats de cacao. Nous avons les enrobés des fèves de cacao et puis l'infusion de cacao. Ce matin, Julie se rend dans la commune de Yopougon où elle a obtenu un stand à l'intérieur d'un supermarché. Exposer ses produits ici est une chose, pouvoir les vendre en est une autre. Le projet amener les Ivoiriens à consommer naturellement. À l'autre bout de la commune de Yopougon, une autre invention, électronique cette fois, fait son petit bonhomme de chemin. C'est le Tempoprise 225. Donc quand M. Koné est venu me proposer son appareil, ça a été un grand plaisir pour moi de l'accepter. Donc depuis que je l'utilise sur mon serveur, j'ai plus eu de problème. Ce pharmacien plaide par ailleurs pour une politique de préférence nationale. Je pense que, vu l'efficacité du produit, ça devrait d'abord être une exigence dans l'administration. L'inventeur de Tempoprise 225 qualifie son invention de prise intelligente. Son rôle, c'est de faire en sorte que lorsqu'il y a une coupure de courant, quand le courant revient, il bloque. Il ralentit le courant pour que le courant n'aille pas directement sur la charge, sur vos appareils. Ce passionné d'électronique rêve de produire son invention en quantité industrielle. Industrialiser, pour moi, c'est de faire en sorte que des idées ivoiriennes soient produites dans des usines, dans des unités de production, et ça lutte contre le chômage parce qu'une usine, ça demande du personnel, une administration, des jeunes Ivoiriens qui vont travailler. Quartier Kennedy, commune d'Abobo, Kwadio Maurice procède à la mise en bouteille du désinfectant de main appelé Biogel qu'il a inventé dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Lorsque on met sur les mains, il dure plus longtemps, plus que 4 heures du temps. Il n'est ni toxique, ni alcoolique. Pour lui, les difficultés d'accès au laboratoire sont de réels facteurs limitants. Unis au sein de la FEDINSI, Fédération des inventeurs et innovateurs du Côte d'Ivoire, les inventeurs multiplient les initiatives pour être visibles et avoir de la visibilité. Si on pouvait avoir un guichet unique pour voir déjà ce qui sort d'ici pour être mis sur le marché, pour contribuer au PIB du pays, parce que de par nos inventions et innovations, nous pouvons, on le sait, contribuer effectivement à la marche de ce pays. Bien qu'au pied de nombreux défis, le président de la FEDINSI rend hommage aux efforts de l'État en faveur du génie ivoirien. C'est un pays où la recherche a été encouragée. C'est un pays où l'obtention des brevets a été soutenue à travers même, ne serait-ce que l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Reste maintenant à franchir le cap de la valorisation ou de l'exploitation des inventions pour le bien-être des inventeurs et l'industrialisation du pays, selon lui. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire va se transformer rapidement lorsque nous allons avoir une oreille attentive du côté de l'État qui va mettre en place une structure institutionnelle qui va s'occuper de valorisation. Côté OIP, Office ivoirien de la propriété intellectuelle, on salue l'ingéniosité des inventeurs et des innovateurs ivoiriens et on les accompagne dans l'obtention de leurs brevets. Le directeur de l'OIP invite par ailleurs les inventeurs à se soucier de la protection de leurs inventions, sans négliger la question de la valorisation de celles-ci. Quel est le business plan qui est autour du brevet? Le brevet, c'est un élément de rentabilité d'une entreprise. Le brevet pour le brevet, c'est bien, mais le brevet pour l'exploitation, je répéterai ça à chaque fois que j'aurai l'occasion, c'est mieux. À l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD, la conviction qu'un pays ne peut se développer qu'en s'appuyant sur le génie de son peuple est largement partagée. Il faut que ce soit des acteurs du développement. Alors s'ils sont ignorés, c'est évident que le pays est d'autant plus retardé. Chaque peuple a son génie. Alors il faut savoir détecter ce génie-là et puis lui proposer de faire avancer la société. Parce que le génie a toujours une solution aux problèmes qui se posent. La Côte d'Ivoire compte plus de 250 inventeurs, avec à la clé 20 brevets d'invention en moyenne l'année
et environ 300 brevets d'invention dans les tiroirs, selon la FEDINSI. Pour de nombreux observateurs, c'est un filon que le pays devrait exploiter pour accélérer son industrialisation. Voilà, nous étions dans l'univers des inventeurs ivoiriens, un dossier réalisé par Dangui Dangui qui a notamment mis en lumière l'impact des inventions sur le développement de la Côte d'Ivoire. Le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial a financé 338 projets à hauteur de plus de 3,5 milliards de nos francs. La biodiversité, les changements climatiques, la dégradation des terres sont entre autres secteurs concernés. Grâce Kando. Lambert est inventeur de cuisinières éco-énergétiques à combustible liquide avec brûleur sans mèche. Une alternative autre que le gaz butane ou le charbon de bois. Pour réaliser ce projet, Lambert a été soutenu par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, Microfem, à hauteur de 17 millions de francs CFA. Ici, nous avions un dispositif qui transforme le pétrole en gaz butane. Il répond à des besoins à la fois aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, car nous savons tous, le bois se fait de plus en plus rare et il faut toujours trouver une alternative. L'un des objectifs principaux de ce programme est le renforcement des capacités des organisations communautaires à la base, qui sont les principales bénéficiaires de ces ressources, afin de les rendre plus autonomes tout en préservant l'environnement. Nombreux sont les bénéficiaires de ce programme. 338 projets ont été financés à hauteur de plus de 3,5 milliards de francs CFA, avec pour agence d'exécution le PNUD. 27 ans après sa mise sur pied, le programme séquencé en 6 phases a fait son bilan. La protection de plus de 200 km de forêts-galeries et plus de 1200 hectares de reliques forestières par l'apiculture et la valorisation du sous-projet de la forêt. Il y a également la gestion durable des écosystèmes littoraux avec la protection de tortues marines et la restauration de plus de 200 hectares de mangroves. Il y a également la réduction de la destruction des ressources ligneuses avec la distribution de plus de 10 000 foyers améliorés à des ménages. Depuis 2018, la phase 7 du programme est mise en place pour une période de 4 ans. Je voudrais demander à tous les acteurs clés du programme de proposer un plan de mobilisation de ressources additionnelles que nous souhaiterions et nous soutiendrons. Et je voudrais donc inviter par la même occasion toutes les organisations et les partenaires au développement à apporter leur soutien à cette initiative qui vise à promouvoir des solutions innovantes. Le comité de pilotage du programme de financement du Fonds pour l'environnement mondial a reçu des attestations de reconnaissance pour le travail abattu. Le commandement supérieur de la gendarmerie nationale lance la réflexion sur l'avenir de son institution. Les actions de 2020 sont évaluées et les orientations pour 2021 définies lors de la rencontre ouverte ce jour à Jacquesville. Abou Sanogo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des missions dévolues à la gendarmerie nationale pour la mise en œuvre du plan d'action prioritaire du gouvernement. Elle permettra de déterminer la trajectoire de la gendarmerie nationale qui accompagnera la Côte d'Ivoire dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. À Jacquesville, il s'agira pour le commandement supérieur de la gendarmerie nationale de mener la réflexion capable d'améliorer la qualité du service du gendarme et partant l'image de l'institution à laquelle il appartient. Nous devons de façon objective porter un jugement sur notre action, regarder quels ont été les aspects positifs et quels ont été les aspects négatifs. Partant de cela, tirer de chaque aspect les conclusions nécessaires afin d'améliorer notre action de 2021. Nous devons donc, avec objectivité, analyser l'action préélectorale, l'action au cours des élections, de la journée des élections, et puis après l'action, après les élections. Au terme des travaux,
Il s'agit de produire une matrice d'action concrète et de faire des propositions réalisables à soumettre au commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré. Le sommet du G5 Sahel à N'Djamena ce mardi. Dans son intervention par visioconférence, Emmanuel Macron, le président français, a insisté sur la nécessité de raffermir la lutte contre les groupes djihadistes. Il a mis en avant le besoin de résultats militaires contre Al-Qaïda au Maghreb islamique et singulièrement contre la haute hiérarchie des Katibas qui leur sont affiliés, un préalable pour espérer dans quelques mois un désengagement français. Le président français a donc annoncé qu'il n'y aura pas de réduction des effectifs de l'opération militaire Barkhane dans les prochains mois. Dans le domaine du cinéma, 7 films de réalisateurs et producteurs du continent vont être financés. Ils ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel à projets cinématographiques. La liste des lauréats vient d'être dévoilée. Ils portent des déguisements, mais pas pour le cinéma. Les tout-petits se déguisent à l'occasion du Mardi Gras, comme le veut la tradition, et ils procèdent à des processions. Cette célébration annonce le carême chrétien. Nous sommes le Mardi Gras, jour festif qui précède le mercredi des cendres et annonce le carême chrétien. La tradition veut qu'en cette journée, les enfants mettent des déguisements et paradent dans les rues. Les petits élèves s'en donnent à cœur joie. On a pu voir une procession joyeuse aux couleurs des différentes régions de la Côte d'Ivoire au rythme d'une fanfare dans la commune de Cocody. Au centre de protection de la petite enfance, toujours à Cocody, ce sont les corps de métier qui ont été mis en scène cette année. L'école a été occupée par des mini-pâtissiers, des petits avocats en toge. Sur place également, un détachement de la Marine nationale, un autre de la police. Et comme pour tout grand rassemblement, sapeurs-pompiers militaires et médecins étaient présents pour veiller au grain. Promettez-vous d'œuvrer pour la justice et le droit de défendre tous les enfants sous exception. Nous allons lutter pour le droit de tous les enfants. Le choix de ces corps de métier n'est pas fortuit pour ces enfants dont l'âge varie entre 18 mois et 4 ans et demi. Et nous avons décidé de valoriser certains corps de métier, notamment les médecins, les avocats, les pompiers, les policiers. En gros, pour faire connaître à l'enfant certains métiers, valoriser ces métiers-là et donner le goût d'exercer plus tard ce genre de métier aux enfants. Ce 16 février, Mardi Gras, est suivi par le mercredi des cendres qui marque l'ouverture du carême chrétien. Pendant 40 jours, les chrétiens sont invités à jeûner et à prier pour se rapprocher davantage de Dieu et raffermir leur foi. Une autre célébration qui, elle, revient tous les 14 février, la Saint-Valentin. À Méagui, dans le département de Soubré, les amoureux et amoureuses ont pris d'assaut les lieux festifs. Didier Nguesson s'est demandé comment Cupidon, le dieu de l'amour, a été célébré sur place. Dame Koulibaly tient un commerce d'emballage de cadeaux ici à Méagui, dans le département de Soubré, au sud-ouest. Elle est beaucoup sollicitée ce 14 février, jour de célébration de l'amour. Je viens faire emballage. On vend aussi des cadeaux, aussi, des tableaux, et des fleurs. Bon, en tout cas, depuis hier, là, on gagne un peu. La nuit tombée, maquis et restaurants grouillent de monde et les tenanciers s'attellent à satisfaire la clientèle. Aujourd'hui, c'est un jour de Saint-Valentin. Voilà, ici, c'est pour égayer la population de Méagui. On va faire nos possibles pour pouvoir accueillir un peu nos clients, pour les mettre un peu dans la tendance. Chaque Valentin soit quelque part heureux. Cupidon, le dieu de l'amour, est à Méagui et sa flèche a fait des victimes. Uniformes, câlins et petites attentions, les amoureux sont pleins d'imagination pour vivre la Saint-Valentin. Au platine, le disjockey est aux commandes avec une sélection musicale à propos. Et le cadeau que j'ai prévu pour lui, c'est une surprise. Ça se trouve à la maison. Il est très important de sortir avec sa compagne. Voilà, parce que c'est une seule fois dans l'année et c'est pour montrer à la femme qu'elle est précieuse pour toi.
et que tu l'aimes beaucoup. Après la consommation, on digère sur la piste de danse. L'amour se décline aussi entre amis ou frères pour ceux qui ne sont pas engagés dans une relation amoureuse. Je suis avec mes camarades, je suis venue m'amuser avec eux. Donc, je souhaite bonne fête à tous les amoureux. Les disciples de Cupidon, quant à eux, pourront prolonger la soirée et compter fleurettes loin de notre caméra. Et puis nous terminons en Inde où un accident de bus a endeuillé le pays. Des dizaines de personnes tuées, au moins 39. Seulement 7 personnes ont réussi à sortir du véhicule accidenté. Plusieurs sont portés disparus. Le gouvernement a ordonné une enquête. Les premiers constats suggèrent que le chauffeur a perdu le contrôle du bus qui a heurté un pont avant d'aller s'écraser au fond du canal. Les enjeux des élections législatives ici en Côte d'Ivoire, c'est tout à l'heure, tout juste après ce journal. Mariam Touré reçoit 4 journalistes pour nous dire si l'environnement est favorable, s'il faut encore craindre des violences, si c'est un retour à l'ordre institutionnel et pourquoi il semble avoir plus d'engouement pour ces législatives. Le débat politique, c'est tout à l'heure à 20h50. Restez donc sur RTI 1. Bonsoir.